notre copine qui, elle, est clairement assumée sur ce qu'elle veut dans la vie. Et malgré tout, tu peux pas dire que c'est pas une catégorie de femmes qui se reconnaît. Salut les petites meufs et bienvenue dans Bande de meufs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Leslie, atteinte de polyarthrite rhumatoïde, une maladie qui s'installe en silence, qui ne se voit pas, mais qui transforme une vie entière. Un jour, le corps de Leslie a commencé à lui faire mal, sans raison apparente, sans explication immédiate. La polyarthrite rhumatoïde s'est réveillée, et avec elle une douleur chronique, invisible, qui a bouleversé sa vie personnelle, professionnelle et son quotidien. Alors comment continuer à avancer quand le corps devient un combat de tous les jours? Comment faire le deuil de certains rêves? Bienvenue dans cet épisode, un épisode pour celles et ceux qui souffrent en silence et pour apprendre à regarder l'invisible autrement. Bonjour Leslie, merci d'être là aujourd'hui. Je te laisse te présenter et nous dire un petit peu qui tu es. Bonjour Carla, bonjour Romy, merci à vous de m'avoir proposé de participer à ce podcast. Alors, par où commencer? Eh ben, moi j'ai 40 ans, je suis infirmière et effectivement je suis concernée par la polyarthrite depuis plus de 20 ans. Du coup, Leslie, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que la polyarthrite rhumatoïde, s'il te plaît? Sans rentrer dans les détails, l'idée c'est qu'en fait mes articulations ressemblent à celles d'une personne âgée. Mon corps ne reconnaît plus les cellules comme étant les siennes et il se met à attaquer des cellules qui sont positionnées au niveau surtout de mes articulations. Et dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde, ça concerne surtout les articulations qui sont dites distales, c'est-à-dire ça commence par les doigts ou les orteils et ça remonte vers le tronc. Parce qu'il y a plusieurs polyarthrites, c'est ça? Il existe plusieurs types de polyarthrite? Alors en réalité, il existe plusieurs types de rhumatisme inflammatoire chronique, dit RIC. On peut avoir la polyarthrite rhumatoïde, donc qui commence par les extrémités et qui remonte vers le tronc. On va retrouver la spondylarthrite ankylosante, qui elle commence par le tronc et se dirige sur les articulations vers les extrémités. Et on va retrouver le rhumatisme psoriasique, qui va être un joli bazar, un mélange des deux. Ok, d'accord. Du coup, toi, tu nous confirmes que aujourd'hui, tu es atteinte de polyarthrite rhumatoïde. Est-ce qu'il y a une évolution possible? Alors, il y a une évolution possible, mais comme c'est une maladie auto-immune, comme je vous disais, avec le corps qui ne reconnaît plus les cellules qui lui appartiennent, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'évolution ne peut être que plus délétère. Il y a pas de... Le traitement, c'est un traitement palliatif. Il n'y a pas de traitement de guérison. Voilà. Il n'y a pas d'amélioration possible. Aujourd'hui, tu es traité pour te soulager, mais pas Pas pour te forcément pour te soigner. guérir. Exactement. Tout ce qui est détruit par l'inflammation ne peut pas être récupéré. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un diagnostic le plus tôt possible pour éviter qu'il y ait une perte de substance trop importante. Alors justement, Leslie, on voulait revenir avec toi sur le jour où tout a basculé. Et est-ce que tu peux nous parler des premiers signes qui t'ont donné l'alerte? Alors, de façon assez simple, moi je faisais mes études d'infirmière et l'été, je travaillais comme aide-soignante entre mes années à l'école d'infirmière. Et ça a commencé de façon assez simple par ce que moi j'ai identifié comme étant une entorse. J'ai fait beaucoup d'entorses dans ma jeunesse et ça ressemblait à ça, une entorse au niveau du poignet droit. Et puis pour des raisons diverses et variées, parce qu'il y avait les examens, parce qu'il y avait les stages qui à l'époque n'étaient pas rémunérés, enfin bref, pour plein de raisons, j'ai fait le choix de ne rien dire pendant quelques mois pour pouvoir valider mon semestre à l'école. Et cette entorse, elle est devenue bilatérale. Je me suis retrouvée avec exactement sa jumelle sur l'autre poignet. Et à partir de là, j'ai compris qu'en fait, c'était pas une entorse et que cette douleur qui me réveillait toutes les nuits, il y avait quelque chose derrière et c'est là que j'ai consulté mon médecin généraliste. Donc toi, tu as quand même eu, alors après un retardement entre guillemets, mais tu as quand même eu le réflexe de te dire, ok, là, c'est pas normal, c'est pas une tendinite, c'est pas une entorse. Je vais consulter et je vais creuser et essayer d'avoir un diagnostic entre guillemets ou savoir ce qu'il y a, ce qui m'arrive. Exactement. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant longtemps, cette maladie, ça a été attribué à des femmes d'un certain âge.
Chez les jeunes femmes, c'est pas du tout diagnostiqué. Ouais, toi, là, à l'époque, pour contextualiser, t'as quel âge quand ça t'arrive? Moi, les premiers symptômes, je les ai eus, j'avais 22 ans. Ouais, donc c'est jeune. C'est Donc, jeune. j'ai la chance d'avoir un médecin généraliste qui est plutôt bon diagnosticien. Donc, il m'a fait passer pas mal d'examens, des imageries, un bilan sanguin. Tout était normal, parce qu'il faut savoir que chez les plus jeunes femmes, souvent le corps compense pendant un temps. La seule, voilà, sans rentrer encore une fois dans les détails, mais les seuls marqueurs qui étaient un petit peu hors normes, c'est les marqueurs de l'inflammation sur le bilan sanguin. Mais ils crevaient pas non plus le plafond. Ils étaient au-dessus de la norme. Du coup, est-ce qu'à ce moment-là, tu rentres dans une sorte d'errance médicale ou rapidement, quand même, on met des mots sur ta maladie? Alors, mon médecin traitant me dit qu'il pense à un rhumatisme inflammatoire chronique, mais que ça dépasse son champ de compétences et qu'il va me mettre dans les mains de ce qu'on appelle un interniste. Donc, en gros, un doctor house, un médecin dont la spécialité Ouais, est de poser des c'est ce que j'ai- diagnostics. c'est ce que j'allais te demander. Donc, t'es rentré effectivement en médecine interne et dans le service, en gros, de Dr House pour savoir d'où, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui t'arrive et que, voilà, ce qui se passe. Essayer de comprendre ce qui se passe. Exactement, parce qu'avant, j'étais suivie par un rhumatologue, qui est le premier, en fait. Mon premier réflexe a été d'aller voir le rhumato qui me suivait pour d'autres raisons, puisque je suis née avec une dysplasie de hanche. Et lui, tout de suite, m'a dit, ben non, il n'y a rien aux imageries, il n'y a rien au bilan sanguin. C'est probablement que tu somatises à cause du parcours, des examens infirmiers, tout ça. Du stress? Ouais. Exactement. Donc pendant quelques mois, avant de pouvoir me libérer pour aller voir mon médecin généraliste, pendant quelques mois, oui, c'était dans ma tête. Donc, à ce moment-là, pourquoi tu rentres en médecine interne et on n'arrive pas à poser quand même un diagnostic si tu vas voir quelqu'un d'autre de spécialisé ou quoi? On te fait quand même rentrer en médecine interne, on n'arrive pas tout de suite à poser un diag sur le fait que oui, c'est une poly, parce que t'as pas le profil, parce que on Alors, connaît mal. le rhumato qui me suivait, je le vois en fait avant de voir mon médecin généraliste. Ce rhumato qui me suit Ok. depuis que je suis toute petite, il me fait un bilan régulièrement pour l'évolution de mes hanches. Et c'est à lui que j'en parle en premier, qui me dit non, c'est dans ma tête. Quelques mois plus tard, pour un problème de vaccin, en fait, je me retrouve chez mon médecin généraliste, qui voit bien que je ne vais pas bien, que je ne dors plus, que j'ai mal. Je lui explique ce qui se passe, et lui me dit on va tout de suite voir un interniste. Je pense qu'on est sur un rhumatisme inflammatoire chronique. Donc déjà, je suis soulagée parce que c'est pas dans ma tête. On arrête de me dire que c'est dans ma tête. Ouais. Hum, hum. Parce que du coup, t'étais pas prise au sérieux. Ah non, par le premier rhumato, non, je me suis pas sentie considérée, si c'est ça la question. Ouais. Et du coup, combien de temps ça a duré ce moment où on te dit c'est dans ta tête de souffrance et de douleur? Où on t'apporte Ça a rien en duré. fait au final. Ouais, alors, on m'apporte des anti-inflammatoires qui me calment que très difficilement. Ça dure le temps. Ça a duré pendant du mois d'août au mois de décembre où je passe enfin mes partiels de semestriel et je file directement le lendemain chez mon médecin généraliste en me disant là maintenant si j'ai quelque chose et qu'il faut m'opérer, je suis débarrassée des On partiels. y va. Donc ça prend oui du mois Ok. d'août au mois de décembre à peu près. Donc là mon médecin généraliste me met dans les mains. En fait c'est un peu plus compliqué que ça. Il décide de m'adresser au service de médecine interne de l'hôpital des armées qui est à Toulon. Sauf qu'à ce moment-là, le parcours, c'est pas un parcours classique. C'est le médecin généraliste qui doit envoyer un dossier au service de médecine interne. Si le service de médecine interne retient, il a 1 mois pour me faire part de sa décision, 3 mois pour me donner un premier rendez-vous. Oui, donc à partir du moment où tu es envoyé chez un interniste, t'es loin d'être encore diagnostiqué ou prise en charge, quoi. C'est seulement c'est même pas le début, puisque t'es même pas certaine d'être retenue, entre guillemets. Donc c'est vraiment un premier step, mais t'es pas certaine non plus d'avoir Des derrière réponses? l'explication. Ouais, voilà, des réponses ou l'explication. Sauf que moi, j'ai une bonne étoile et que je tombe sur un docteur house qui est exceptionnel. À l'époque, donc, je continue mes études, je fais les nuits aux urgences. Et un matin, à 7h30, quand je vais me coucher, je reçois un coup de fil d'une secrétaire du chef de service de ce service-là. Donc, ça fait une dizaine de jours que mon médecin généraliste a envoyé le dossier. Et elle me dit, le professeur Carly veut vous voir et il vous voit la semaine prochaine.
Et là, je me dis, enfin, je vais avoir des réponses. Et en même temps, si un service qui a 1 mois pour me donner une réponse, 3 mois pour me consulter, me voit en 15 jours, ça pue. C'est que t'as Ouais. eu un coup de. C'est quoi? C'est un coup de. Enfin, ouais, ça fait flipper, non, d'avoir ce genre de. Tu stresses à ce moment-là quand tu te dis que t'es pas dans les délais, t'es Euh, prise en charge en avance, donc est-ce que tu t'angoisses à ce moment-là? je me dis qu'il y a un truc qui est plus grave un simple problème osseux. Je me dis que je suis sur une pathologie systémique. Et en même temps, je me dis, ça y est, on va C'est quoi? arrêter de me dire que c'est dans ma tête. Ça y est, mon médecin Ouais. m'a entendu et l'interniste m'entend. C'est quoi une pathologie Je veux systémique, dire, pardon? on est sur quelque chose qui est installé. J'ai pas fait un mauvais geste ou pris un coup dont je me souviendrai pas et Ouais. juste un problème articulaire. Ok, Voilà, d'accord. qui nécessiterait la pose d'une prothèse ou la pose d'une intervention chirurgicale. On est sur quelque chose qui est installé, avec qui je vais devoir apprendre à vivre. Et donc à ce moment-là, quand tu rencontres donc ce professeur, qu'est-ce qu'il te dit? Est-ce que lui, il t'annonce déjà, il te parle déjà de polyarthrite rhumatoïde? Comment ça va à partir du moment où tu rencontres, que tu vas à ce rendez-vous, comment ça se passe pour toi? Alors, quand je vais me rendre à ce rendez-vous, je lui apporte donc mes bilans et les imageries que j'ai faites. Et en fait, lui ne les regarde pas. Et il me demande, D'accord. il m'ausculte. Comme mon médecin généraliste l'a fait, il m'ausculte. Et il me pose tout un tas de questions. Je viens avec mon carnet de santé, on reprend tout, depuis ma dysplasie de hanche à la Ouais, naissance. voilà, il reprend tout depuis Tout. zéro, sans avoir tenu compte de ce avec quoi t'arrivais. Exactement. Lui, il repart de zéro. Exactement. Vraiment Docteur House, en fait. Exactement. Tu es dans la série, là. Ça y est, mais en plus gentil quand même. Ah, aussi. Et Et donc combien de temps il mettra pour trouver ce que tu as alors, alors? en réalité, très vite, il va me parler euh, de rhumatisme inflammatoire chronique. On va revenir là-dessus. Il va me demander de faire des examens complémentaires. Il va m'expliquer que le seul traitement qui existe, c'est une chimiothérapie. OK. Ok, toi, à ce moment-là, chimiothérapie, quand même, gros mot. Alors, moi, à ce Euh, moment-là, je suis en dernière année d'études d'infirmière, donc chimiothérapie, pour moi, classe de médicaments. Je ben connais ouais. les effets secondaires de certaines chimios, mais ça me fait pas. Je me dis pas j'ai un cancer, si c'est ça la question. Pour moi, Ah, ok, chimiothérapie, c'est ouais, pas voilà. lié Moi, à un c'était. cancer. Effectivement, pour moi, c'était Voilà. ok, genre. C'est- la chimiothérapie, c'est violent comme mot. La chance que tu as, c'est que à ce moment-là, tu es quand Tu as même les dans le, connaissances. ouais, t'es dans le milieu et donc du coup, tu arrives à trier l'information et à comprendre ce que ça veut dire. Moi, demain, on me dit ça, effectivement, je me dis tout de Oui, suite, on fait le ok, raccourci forcément. ouais. Donc non, moi j'ai conscience de ça. Le regret avec le temps qui est passé, c'est d'être allée seule à cette consultation. Parce qu'honnêtement, Pourquoi? si je dois vous dire ce que j'ai entendu de la consultation, j'ai entendu bla 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 polyarthrite rhumatoïde, bla 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 chimiothérapie, bla 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 avis, pas de grossesse. Voilà ce que j'ai entendu de ma OK. première consultation. Et ensuite, c'est le trou Ouais, tu noir pendant plusieurs heures, jusqu'à ce que mon compagnon de l'époque, devenu mon mari depuis, me retrouve dans la douche. Mais je ne peux pas vous dire ni comment je suis rentrée chez moi, ni ce qui s'est passé. Combien de temps il s'est passé entre le moment où je suis sortie de cette consultation et le moment où mon mari est arrivé à la maison et que j'étais sous la douche. Oui, donc c'est un état de... un Ouais, choc. ouais. Au moment de poser le diagnostic, c'est un choc. Tu comprends, alors tu nous dis que effectivement tu n'entends pas grand-chose, mais des mots que tu comprends de cette conversation, est-ce que tu te dis ma vie va Mmh. changer? Est-ce que tu t'en rends compte à ce Oui, moment-là? à ce moment-là, en fait, je me dis, c'est le premier jour du reste de ma vie. Ce sera plus jamais ce que ça a été et il va falloir tout réapprendre. Parce que tu comprends tout de suite ce que ça signifie en termes de mots, en termes de symptômes, en Mmh. termes de douleur. Ouais, Et ouais, je suis en tu troisième comprends année donc d'école d'infirmière. Les rhumatismes eh ouais, inflammatoires donc chroniques, je les ai vus et je sais vers quoi je vais. tu sais. Oui. Ok. Donc justement, en parlant de douleur, la douleur invisible, un peu, on peut l'appeler un peu comme ça. Qu'est-ce que ça, comment on vit avec un corps qui fait mal tous les jours, qui fait mal certains jours, qui fait pas mal d'autres.
comment on apprend à vivre avec, comment on apprivoise ce nouveau corps en fait. Alors à ce moment-là, à cette époque-là en tout cas, jusqu'à ce qu'on teste le premier traitement, mon corps il me fait mal absolument tous les jours et surtout absolument toutes les nuits. Toutes les Ok, nuits, entre 2h45 et 3h15 du matin, je vais avoir l'impression qu'on prend mes mains et qu'on me massacre à coups de marteau. d'accord. C'est ça la douleur au quotidien en fait d'une polyarthrite. On se lève le matin avec ce qu'on appelle des raideurs, c'est-à-dire que j'ai les mains qui sont fermées et je ne peux pas les ouvrir seule. Il va falloir plusieurs longues minutes pour que je puisse enfin ouvrir mes mains. Voilà ce que c'est mon quotidien à cette époque-là quand je rencontre le professeur Carly. Et en fait, quand on va trouver le traitement, malgré tous les effets secondaires dont on pourra parler après, mais enfin, je vais arrêter de me réveiller toutes les nuits à cause des douleurs. Je vais continuer pendant des mois par habitude parce que mon cerveau s'y est habitué, mais je vais arrêter de me réveiller toutes les nuits à cause de ça. Ma question, c'était ça, effectivement. C'est comment la douleur de cette maladie? Est-ce que c'est tout le temps la même, au même endroit, en continu? Est-ce que c'est de temps en temps par vague, à des endroits différents chaque nuit ou chaque jour? Est-ce que tu as des pauses? euh, Alors, tu me diras, c'est certainement différent à l'époque, au moment où on t'a posé le diag et où tu n'avais pas forcément de traitement, en tout cas, tu étais au début et maintenant. Mais grosso modo, est-ce qu'il y a il y a un fond, voilà, est-ce que c'est comme un mal de tête que tu as tout le temps et qui te quitte pas ou est-ce que c'est différent? Alors, effectivement, où tu as raison, c'est que les douleurs de l'époque et celles d'aujourd'hui, elles sont très différentes. Ouais, À cette époque-là, j'ai mal tout le temps et c'est toujours les mêmes articulations. Et quand ça évolue vraiment du poignet, puis j'ai eu les coudes, puis j'ai eu des douleurs dans les épaules. d'accord. C'est des gros steps à chaque fois dans l'évolution de la douleur. Et là, à cette époque-là, je suis pas encore consciente que je n'ai jamais fait de vraie poussée. Je vais en faire une quelques mois plus tard, une vraie poussée où pendant un mois entier, je vais être allongée sur mon canapé et je ne vais pas du tout pouvoir bouger, même respirer devient douloureux. Ok, c'est fou, hein. Quand tu dis pousser, pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est le terme médical, j'imagine, pour. C'est en fait une Ou pas? grosse étape dans les douleurs, c'est-à-dire qu'il va y avoir souvent ou un nouveau foyer ou une intensité différente et ça va être très invalidant pendant une période plus ou moins longue. Et ce qui est D'accord. perdu, ce qui a été touché, ne peut pas être récupéré encore une fois. Donc, du coup, pour synthétiser, c'est-à-dire que ça commence par tes doigts, ça remonte sur tes poignets, ça va toucher tes coudes, et tu te rends compte quelque temps après que en fait t'es qu'au début, que tu fais donc une grosse poussée, que là t'es complètement Alité. alité à plus pouvoir effectivement bouger, et tu nous dis on revient pas en arrière. Mais du coup, aujourd'hui, t'es sur tes deux pieds. Donc comment on fait pour arriver à vivre avec ça? Comment on canalise, on stabilise, on refait descendre, on sommeille, on fait sommeiller la On maladie? apaise. En fait, on fait sommeiller. En fait, ce qui n'est pas récupérable, c'est les tissus qui ont été lésés. Ils sont lésés, ils sont lésés. Par chance, on ne laisse pas tous les tissus. Donc en fait, on fait une poussée, on atteint Ok. certaines articulations, mais derrière, on a quand même Mhm. d'autres. Les muscles ne sont pas touchés dans la polyarthrite. Donc D'accord. ça permet aussi, d'où l'importance d'entretenir ces muscles. Alors je suis pas la meilleure pour ça parce que vous me connaissez, je suis pas la plus sportive, mais en tout cas, c'est important d'avoir une activité physique qui soit adaptée, notamment dans l'eau, parce que ça permet d'entretenir une D'accord. certaine musculature. Alors je suis pas prête pour les JO, mais en tout cas assez pour que ça puisse aussi soulager mes muscles, faire attention à pas prendre trop de poids, parce que plus on a de poids, plus on a de tissu adipeux et plus ça pèse lourd et plus c'est dur pour les Ouais, ouais. articulations. C'est tout en fait toute une hygiène de vie. Évidemment, éviter de fumer, c'est mieux. Limiter la consommation d'alcool. Alors, ne me regardez pas comme ça parce que pour le coup, je ne fume plus depuis le mois de novembre. Mais les rhumatismes inflammatoires chroniques, comme tous les rhumatismes, la saleté, c'est que on a mal, on n'a pas envie de bouger, mais qu'en fait, moins on bouge, plus on a mal et plus la maladie se développe. D'accord. C'est plus après des choses d'hygiène de vie et des traitements. Les traitements, Voilà. ils permettent aussi, ils ont beaucoup d'effets secondaires.
Oui, on perd les cheveux, pas autant que quand c'est en injectable pour une chimio, mais on perd les cheveux. Faut le savoir, hein, le méthotrexate, ça fait perdre les cheveux. Oui, on va avoir des traitements, ce qu'on appelle des anti-TNF-alpha. C'est des biothérapies. On est fatigué, on cicatrise beaucoup moins bien. Il faut bien comprendre que le but de la plupart de ces traitements, c'est d'éviter les cellules de se multiplier trop vite. D'accord. Donc, ça évite C'est ralentir la progression de la maladie. exactement. Mais du coup, ça évite aussi aux cellules saines de se multiplier normalement. Donc, une coupure sous la main Oui, ou un bobo, un coup donné quelque part, ça crée des cicatrices. oui, Et un système d'accord. immunitaire déplorable. Donc oui, les gens qui reniflent doivent porter des masques et ne pas faire la bise aux gens qui sont immunodéprimés. Le traitement que tu prends, alors je sais pas s'il y en a plusieurs des différents ou Oui. si tout le monde prend le même. Euh, et, et est-ce que du coup vous êtes tous ou toutes les personnes atteintes en, en immunodépression, c'est ça? Alors, on prend pas tous le même traitement. Pour ça, je suis pas la bonne patiente parce que moi, je fais des lunes de miel de 4 à 5 ans avec les traitements et ensuite, il faut les changer. Donc, j'ai commencé à en D'accord. faire un peu le tour, pour être honnête. Là, j'en suis encore Oui. avec un nouveau depuis quelques mois. Ils peuvent être injectables ou en péros, ça dépend des molécules. Mais oui, ça crée des troubles de l'immunité et ça nous rend du coup très, très fragiles. On fait partie, un peu comme les bébés et les personnes âgées, de toutes ces campagnes de vaccination pour la grippe, la Covid et autres nez qui coulent. Euh, on a le droit à la panoplie de vaccins. Là, récemment, le Zona qu'il a fallu faire, le nouveau là pour le pneumocoque. Voilà. Donc oui, c'est des choses, il faut le savoir. Et les gens qui vous disent, bah ouais, en fait, je renifle. Oh là là, ça fait 3 jours que je renifle. Bah non, en fait, on s'approche pas des gens immunodéprimés quand on renifle. On leur fait pas la bise, on se lave les mains. Ça m'amène sur le regard des autres et notamment cette phrase que tu as dû entendre très régulièrement, mais tu n'as pas l'air malade. Pour la petite aparté, toi, Leslie, tu as été reconnue comme personne en situation de handicap. Je ne sais pas si c'est le cas et si toutes les patientes atteintes de polyarthrite rhumatoïde sont dans cette situation. Tu vas nous le dire, mais effectivement, ça reste une maladie qui est invisible. Ça reste quelque chose au quotidien que tu dois justifier, expliquer comment on le vit, ça aussi. Alors, le terme de handicap invisible, et j'entends bien, hein, effectivement, on n'a pas de fauteuil roulant, on n'a pas de canne. J'ai envie de vous dire, heureusement qu'on voit pas que je suis malade, parce que le jour où on le verra, effectivement, ce sera un peu tard. Ça n'est pas visible pour les autres. Et je vous jure que vivre avec, c'est très visible et c'est bien visible, ça se rappelle à moi au quotidien. Donc c'est un peu dur cette idée de handicap non visible. D'ailleurs, je fais une aparté pour être allée aux Pays-Bas il y a pas longtemps. Il y a un truc qui est super bien fait aux Pays-Bas, c'est que quand vous êtes reconnu, donc cette fameuse reconnaissance RQTH, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, que beaucoup ne veulent pas demander auprès de la MDPH par peur de représailles, je ne sais quoi, sachez qu'il faut à tout prix la demander. Vous en faites l'usage ou vous n'en faites pas l'usage. Généralement, ça arrange votre employeur parce que ça lui permet de déduire certaines quantités d'impôts. Donc, c'est hyper important. En tout cas, demandez-la. Vous n'êtes pas obligé de la montrer ensuite, mais demandez-la une fois qu'on l'a, on l'a. Ça, c'était le premier point. Et donc, pour toutes les personnes atteintes reconnues RQTH aux Pays-Bas, on leur remet comment on pourrait appeler ça, un cordon avec des tournesols. Et donc, les gens le portent dans la rue, tout à fait normalement. Et quand ils rentrent dans un bus, il n'y a pas besoin de dire pardon, est-ce que vous pouvez vous lever? Ou quand ils arrivent à la caisse d'un supermarché, il n'y a pas besoin de dire oui, j'ai ma carte RQTH. Les Oui. gens se poussent et laissent la place. Et ça, je trouve que c'est génial. Un joli signe de reconnaissance discret et surtout connu de tous et respecté par tous. Exactement. Et oui, effectivement, quand il a fallu, je me suis retrouvée donc en arrêt 13 mois. Je suis revenue dans mon établissement d'origine, plus dans le même service. J'ai eu le droit aux petites réflexions de ça se voit pas que tu es malade, t'as du pot parce que tu finis à midi. Euh, tout ce genre de petites réflexions qui ne sont pas faites pour faire de la peine ou pour faire du mal, mais qui au quotidien pèsent un peu.
C'est vrai que maintenant, ça fait un moment que tu vis avec cette maladie, mais au départ, quelqu'un qui, bon, tu prends la bombe dans la tête, tu apprends tout ça, tu as la douleur, il faut pas oublier que tu souffres. En fait, toi, tu souffres au quotidien. Mais, quand effectivement, je parlais d'handicap invisible, ça veut en aucun cas dire qu'il n'est pas là, mais ça veut dire que pour les autres, il n'est pas visible. Malheureusement, du coup, ça entraîne parfois une certaine incompréhension. Et toi, tu dois passer ton temps à te justifier. Je suppose qu'au début, tu le fais, peut-être après un peu moins. Heu, comment on le gère, ouais, tout ça? Alors on le gère, bah, honnêtement, ça dépend des jours. On le gère. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que comme j'ai fait cette poussée assez rapidement, en fait, je me suis retrouvée en arrêt pendant 13 mois. Quand j'ai repris, c'était dans un service où les filles ne me connaissaient pas, donc je leur en voulais pas du tout. Et je me suis dit, elles ont pas la notion de l'antériorité où j'étais, où j'allais bien, en fait. Donc je leur en ai pas voulu de ça. Ouais, il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres de le supporter. C'est d'autant plus difficile, alors dans mon cas, euh, parce que je travaille dans le milieu de la santé. Et je trouve qu'en fait, il y a personne de moins bienveillant que le monde de la santé. Ça peut Mmh, paraître antinomique, hein, ce que je veux dire, mais je trouve bien bien plus sûr. de bienveillance auprès de gens dont ça n'est pas le métier que dans le milieu de la santé. Mais j'imagine que ça a dû avoir des impacts ou ça a dû impacter d'autres pans de ta vie. Il y a le travail, il y a, les relations de couple, il y a, même les relations familiales. Je sais pas si parfois tout le monde, comprend ou entend aussi ce que tu vis. Tant que tu le vis pas et qu'en plus malheureusement pour toi c'est invisible, à moins de te voir en pousser ou quoi, c'est vrai que ça doit pas parler à grand monde. Heu, Qu'est-ce que ça a comme impact sur tout ça? Alors, en ce qui concerne les relations de couple, ben, j'ai gardé le même homme et comme je suis maligne, j'en ai pris un qui était kiné. Ça peut toujours servir. Et qui, du coup, encore une Good to fois, know. est plutôt sensibilisé à la problématique. Donc, de ce point de vue-là, si vous lui demandez à lui, il vous dira peut-être que je suis pas un cadeau tous les jours, mais je suis pas sûre que ce soit en lien avec la polyarthrite. Euh, mais du coup, non. Pour ça, il en est conscient pendant des mois. C'est lui qui m'a ouvert mon jus d'orange et mon lait le matin parce que je ne pouvais même plus ouvrir une bouteille pour déjeuner. Voilà, enfin, je veux dire, non, là-dessus, j'ai énormément de chance. Après, oui, alors, tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai entendu le médecin me dire que c'était pas compatible avec une grossesse. C'est pas tout à fait le cas. Je me permets de t'interrompre pour lancer ce débat-là. Et donc, la maternité, au sein de cette maladie, et surtout le désir d'enfant, face à cette maladie. Alors, le désir d'enfance, c'est un peu compliqué. Je pense que ça a étouffé un peu l'envie dans l'œuf, dirons-nous, vu que ça nous est, enfin, vu que ça nous est tombé dessus quand on était relativement jeune. Je pense que il y avait quand même quelque part en tête, alors c'est pas l'unique raison, mais il y avait quelque part en tête le fait que potentiellement, si j'avais un enfant, j'étais susceptible de le voir souffrir avec la même maladie. Ça, c'était juste inconcevable pour moi. Juste pour reprendre Leslie, au moment donc tout à l'heure tu nous dis, qu'au moment où on diagnostique, ta maladie, on t'explique et tu entendras, c'est les mots qui te restent, que, tu ne pourras pas avoir d'enfant. Tu nous confieras que c'est pas tout à fait le cas. Est-ce que tu peux, nous dire effectivement si la maladie t'empêche d'avoir un enfant? Si le traitement qui va avec t'empêche d'avoir un enfant? Ou si, c'est un peu des 2 aussi? La maladie, elle n'est pas incompatible avec une grossesse. En revanche, la plupart des traitements sont ce qu'on appelle tératogènes, c'est-à-dire pas du tout compatibles avec le développement normal d'un fœtus. Tu nous expliques? C'est-à-dire que, en gros, si je tombe enceinte avec ces traitements-là, potentiellement, je peux avoir Stitch comme enfant. D'accord, D'accord. OK, Donc l'idée, c'est qu'en fait, on ne met pas en danger un enfant avec ce traitement-là. bien sûr. Donc c'est incompatible avec une grossesse accidentelle, on va dire, au D'accord, point qu'il y a des interruptions thérapeutiques de grossesse qui sont prévues dans, dans les cas les plus extrêmes. dans ce cadre-là. En revanche, D'accord. quand ça se prévoit, c'est-à-dire avec une adaptation du traitement, ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique, donc on arrête le traitement, on met des traitements qui peuvent être compatibles avec la grossesse. Si on le prévoit, c'est tout à fait
réalisable. J'ai même autour de moi une copine qui a la même pathologie, qui prenait le même traitement avec le même médecin que moi, qui a arrêté pour avoir son 3e enfant, et elle n'a jamais eu aucune douleur pendant tout le temps où elle était enceinte. D'accord. Donc, tu n'es pas obligée de souffrir. Enfin, en tout cas, certaines femmes peuvent effectivement faire ce choix-là de le prévoir sans voilà, que ce soit dans la souffrance. Mais est-ce que c'est le cas pour toutes ou pas? Non. Alors, par contre, c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a une rumeur, mais ça ne se base pas sur des... Vérifie pas. Ouais, il y a pas de vraies Ouais. études là-dessus. Mais la rumeur qui circule entre les patientes atteintes de polyarthrite, c'est que tout dépend l'état corporel au moment où les hormones commencent à prendre le relais. En gros, si on est plutôt sur D'accord. une période calme de la polyarthrite, il Calme. semblerait que les grossesses se déroulent de façon plutôt bonne. C'est pas incompatible. En revanche, ça tue l'idée dans l'œuf et en même temps, ça enlève un petit peu ce côté spontané de la chose parce que ça veut dire qu'il faut que tu prévois 100% à quel moment tu tombes enceinte, à quel moment tu arrêtes ton traitement. Je ne sais pas si tu peux l'arrêter longtemps ou non. Si du coup, ça veut dire que ça rajoute un certain stress à tomber enceinte sur une fenêtre relativement courte, puis reprendre un traitement si besoin, puis réarrêter. Enfin, voilà, effectivement, comment ça se passe si toutefois tu te dis, OK, on y va, on tente. C'est moins spontané et en gros, vous faites un bébé à 4 quand on a une polyarthrite. C'est-à-dire que le gynéco et l'interniste sont souvent au courant avant le futur papa. Parce qu'il faut tellement D'accord. mettre... Les traitements sont forcément associés à une pilule stérilée, enfin ce qu'on veut, mais en tout cas un moyen de contraception. C'est une question que l'interniste ne laisse pas au hasard, enfin vraiment. Donc généralement, si vous envisagez la possibilité d'arrêter la contraception, comme il faut arrêter les traitements de la polyarthrite plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant la fin de la pilule ou du retrait du stérilet, généralement, le gynéco et l'interniste sont au courant avant le futur papa que vous envisagez de faire un bébé. Et toi, du coup, à titre personnel, qu'est-ce qui a fait que tu te sois t'es fait un deuil? Est-ce qu'on peut parler de faire un deuil de cette idée de maternité? Est-ce que depuis que tu as appris que tu étais malade, c'est quelque chose tout de suite, tu t'es dit, ben moi, j'irai pas dans ce chemin-là? Est-ce que tu n'avais pas spécialement envie d'avoir d'enfants aussi plus jeunes? Ou est-ce que c'est vraiment la maladie qui t'a volé enlevé voilà, cette envie d'enfant? Alors, pour être totalement honnête, j'avais 22 ans quand c'est arrivé. À cette époque-là, ni mon mari ni moi n'avions d'envie d'enfant. Lui, je pense qu'il m'a vu dans un état où ça a été vraiment très compliqué, notamment pendant 1 mois, ça a été très, très dur, physiquement. On savait pas trop comment j'allais ressortir de ça. Il a fallu 13 mois pour récupérer. Je pense que pour lui, c'était inenvisageable que j'arrête mes traitements. Et je pense que comme on n'avait pas eu d'envie, je peux pas parler de deuil. Ça s'est juste fait comme ça. Naturellement, c'est ça. Ouais. Exactement. Quand tu dis que ça a tué l'envie dans l'œuf, c'est que naturellement, en fait, Tu t'es tout de conditionné. suite, à Ouais. 22 ans, tu t'es conditionné en te disant je souffre tellement et peut-être que lui t'a tellement vu souffrir aussi qu'il s'est dit il n'y a pas de sujet, quoi. C'est Y a pas de sujet. vraiment, enfin, honnêtement, ça n'a vraiment jamais été un sujet. L'idée à chaque fois, ça a été un nouveau combat parce que tous les 3 ou à 5 ans, il a fallu reprendre, changer de traitement, recommencer le truc. On était plus dans quand est-ce qu'on va enfin trouver le traitement qui va bien que dans l'idée de faire un bébé. Non, c'était vraiment pas l'idée. Il y a un moment où tu t'es dit ok, why not? On s'en fout, on y va ou non, même pas spécialement parce que tu sais déjà ce que ça implique en termes de souffrance. Mmh, non, enfin honnêtement, non. C'est plus peut-être maintenant, arrivé à 40 ans, après la pose d'un stérilet, que je me dis, ben, j'espère juste qu'on le regrettera pas. On n'en a jamais eu envie, donc ça n'a Ok. pas été un renoncement, mais juste, j'espère qu'on regrettera pas. Ouais, ok. Et ça a pas été non plus du coup un sujet dans ton couple, un point de désaccord ou
où voilà, il n'y a pas eu de. Je sais pas, et j'imagine que c'est pas le cas du tout, connaissant aussi ton mari et connaissant votre couple. Mais peut-être qu'il y a certaines personnes pour Oui, qui c'est des sujets un peu plus touchy, peut-être que ça peut être un reproche à un moment donné. Est-ce que tu as eu peur de ça quand même? Est-ce que il y a des moments où bah, les mots bah ont oui. dépassé les pensées? C'est vrai que vous êtes mis, toi, dans ta situation, vous êtes ensemble jeunes. Jeunes, vous vous conditionnez, comme tu dis, ben, j'aurai pas d'enfant. Mais est-ce que, est-ce qu'à un moment donné, oui, où tu as peur et tu te dis, ben, et s'il change d'avis Non, alors, s'il change d'avis, moi je savais que c'était pas irréversible, qu'on pouvait, en tout cas, on Ouais, avait le moyen. Encore une fois, c'est pas une maladie où il est question de ma fertilité. Alors, bien sûr. peut-être qu'on aurait pu le découvrir si on avait vraiment voulu faire un enfant, mais en tout cas, aujourd'hui, Ouais. c'est pas ce qui s'est posé. Il y avait rien d'irréversible. Avant de faire Oui, pause. c'est ça, ça change aussi la réflexion. Oui. C'est-à-dire que ça veut forcément dire que, voilà, c'est contraignant et ça veut forcément dire que tu vas souffrir. Et lui aussi, du coup, comment on appelle ça? Par répercussion. Par répercussion, va souffrir. Mais en tout cas, c'est pas impossible. Exactement. Et puis, c'est pas dit que je souffre. Et puis, ça peut se passer comme une lettre à la poste. Il y a vraiment pas de règle là-dessus. Donc, Ouais. j'ai jamais eu cette inquiétude-là. Quand il a fallu arrêter la pilule pour d'autres raisons et passer au stérilet, je lui ai gentiment proposé de faire une vasectomie. Et lui, par contre, le côté définitif, il m'a dit oui, mais si un Ouais. jour tu changes d'avis, Plus compliqué. on va faire comment? Donc visiblement, lui, c'était plus un sujet, moi pas. Euh, donc non, mais je comprends que pour des gens qui voudraient vraiment un enfant, ou effectivement qui sont pas ensemble, encore une fois, hein, nous on est ensemble depuis avant la maladie, donc c'est un projet commun, on va dire, et cette maladie, oui, elle fait partie de Elle a notre vie à tous évolué, les elle est deux, commune. elle est Ouais. commune. Ouais. S'il y a vraiment quelque chose qu'il faut retenir, c'est que ça fout pas forcément la maladie, ça fout pas forcément un couple en l'air. Oui, ça crée des points de désaccord. Oui, il y a des fois on est un peu plus fatigué, mais je pense que ça vaut pour tous les couples. Ouais. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une maladie chronique, et pour travailler aussi dans un milieu où il y a de la maladie chronique, on ne sort pas, le couple ne sort pas indemne de la maladie chronique. Alors oui, c'est la maladie de l'un des membres, mais en fait, c'est la maladie du couple. Et en Du réalité, couple. Ouais. ça va avoir des répercussions sur la famille entière. Par contre, juste un petit point de précision, parce qu'on l'a éludé, mais tout à l'heure, tu as dit, je n'avais pas envie de transmettre ça à mon enfant. Donc, c'est une petite aparté pour celles et ceux qui se diraient, bon, bah, j'ai pas envie de programmer, laissons voir advienne que pourra. Je crois que là, c'est vraiment attention parce que ça, c'est pas faisable, quoi. Alors, en réalité, il y a visiblement près d'un tiers de la population qui est porteuse du gène qui conditionne le rhumatisme inflammatoire chronique. Donc, Moi, c'est ce que j'avais entendu. J'avais cette version-là de on est un peu tous porteurs. Et parce qu'on n'en a pas parlé tout au début, mais des raisons pour lesquelles ça se déclenche. Moi, j'avais entendu ça qu'on était tous porteurs, qu'en revanche, bah, ça allait un peu comme un herpès, un herpès, je sais pas comment on dit, se sortir, se concrétiser ou non. alors, comme beaucoup de facteurs génétiques, effectivement, on peut être porteur du gène et on peut l'exprimer ou ne pas l'exprimer. Donc, en gros, il Ouais. semblerait qu'un tiers à peu près, mais il faudrait demander à un généticien, il saurait mieux répondre que moi, mais en gros, un tiers de la population serait porteuse du gène. Donc, il y a fort à parier que dans ma famille, je ne suis pas la seule à le porter. Et qu'effectivement, il y a des gens qui le portent ou des familles entières qui le portent sans même le savoir. Et qui se le transmettent sans D'accord. jamais que ça s'exprime. Pourquoi ça s'exprime aujourd'hui, on est Oui, incapable de le savoir. On ne sait pas dans quelles conditions et on ne sait pas pourquoi ça apparaît. Certains voudraient que ce soit à la suite d'un choc psychologique. On n'en sait strictement Ouais. rien. Il y a des gens qui vont l'exprimer. Est-ce que c'est un problème enfin, comme on touche à l'immunité, est-ce que il suffit d'avoir un souci immunitaire pour que ça s'exprime? On n'en sait rien. Voilà, c'est comme ça. Il y en a qui vont l'exprimer, d'autres pas. La seule différence entre moi et les membres de ma famille qui sont plus porteurs et qui ne l'ont jamais exprimé, c'est que moi, je sais ce que c'est que de vivre avec. Hmm. Et là où pour 66% des gens, c'est rien qu'un gène qu'on transmet, comme la couleur des yeux ou la couleur des cheveux, moi, je sais bien quand sûr, il s'exprime ce que ça coûte. Et je me serais bien pas sûr. vue vivre avec un enfant Transmettre ça. sachant Ouais.
Mais il y aurait eu Tu d'autres voulais pas possibilités. porter cette culpabilité, cette responsabilité de te dire, ben, si dans le cas où ça se réveille chez mon enfant, je l'ai transmis et ça se réveille chez mon enfant, je ne veux pas porter cette responsabilité-là, je ne veux pas porter cette culpabilité. C'est même pas cette responsabilité, parce que je suis pas sûre que dans les gènes que j'ai à transmettre, ce soit celui-là le pire. Mais cela C'est c'est vrai. vous Elle dit ça, confirmez. mais on la connaît bien. On confirme, évidemment. Non, Évidemment, on confirme. c'est vraiment de me dire, Non, ça serait même lui infliger ça, en fait. non, mais c'est de dire, j'ai vu le regard de ma mère quand on a découvert ma pathologie, et je me dis que ça doit être horrible pour un parent. C'est même pas de se dire je suis coupable ou je suis pas coupable. Enfin, on aurait eu un enfant, il aurait pu hériter de la myopie horrible de Bien leur sûr. père. Oui. C'est pas de savoir qui est coupable, c'est de se dire qu'est-ce que je fais pour l'aider à aller mieux. Aujourd'hui, je vois que Oui. tous les 3 à 5 ans, on change de traitement pour moi. Qu'est-ce que je vais faire pour lui? J'aurais rien à lui proposer. Si on est en crise en même temps, on va être beau sur le canapé, quoi. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est plus cette idée-là. Euh, et comme il n'y avait pas de désir, je pense que si le désir avait été là, à Oui, un moment donné, on serait passé c'est au-dessus. C'était même pas le sujet. Mais voilà, en bien tout sûr. cas, ça a contribué à ça. Et Juste une dernière question, c'était concernant la famille, effectivement, où tu disais, j'ai vu ma mère qui avait pas de solution, en fait, et qui savait pas quoi faire. On a parlé du travail, ça a un impact sur le travail, sur effectivement le couple, le lien à la maternité, le rapport à la maternité. Et aussi parfois le rapport à la famille parce que t'as des gens ou aux amitiés, peu importe, mais en fait t'as des gens autour de toi, à part ton mari qui te connaît bien, qui est kiné, donc qui est un peu plus alerte et Sensibilisé. sensible, voilà, et sensible à ces sujets-là. T'as quand même des gens autour. Moi, je te connais et j'ai une copine pareil qui est atteinte de polyarthrite aussi. Tu ne sais pas quoi faire pour les aider. Et est-ce que c'est quelque chose un petit peu dont tu as souffert ou en tout cas, oui, que tu as remarqué, en fait, les gens comprennent pas l'importance et l'impact aussi puissant que ça a. c'est évident que les gens qui ne vivent pas avec ou qui ne vivent pas mon quotidien peuvent pas imaginer ce que c'est qu'au quotidien. Voilà, encore une fois, l'idée, c'est pas de faire pleurer dans les chaumières, mais si on ne vit pas avec, on ne peut pas savoir ce que c'est. Voilà, il faut le voir, il Mm. faut le toucher du doigt. Du coup, ça peut donner lieu à des choses, que ce soit avec les amis ou la famille. Bah oui, il y a des jours où quand j'ai enchaîné 3 nuits sans dormir parce que j'ai mal et que je trouve pas une bonne position, oui, alors déjà quand je suis fatiguée, je tolère moyennement les choses, mais là, effectivement, je tolère pas plus du tout la moindre réflexion. Voilà, c'est peut-être de l'irritabilité, c'est peut-être le fait d'avoir mal, donc parfois de mettre plus de temps à faire les choses ou de les faire de façon de prendre des positions qui sont totalement inadaptées. Je sais que parfois mon mari va passer 10 fois à côté de moi en me disant tiens-toi droite, tiens-toi droite. Oui, en fait, j'ai qu'une envie, c'est être en boule. Parce que et je sais très bien qu'il faut pas. Mais il y a des moments Oui, où j'en ai ras-le-bol. Donc voilà, c'est plus oui, ce genre de choses où on est plus ou moins tolérant. Après, ça reste une maladie auto-immune, comme toutes les maladies auto-immunes. Les chocs, le stress, la fatigue, ça amplifie bien sûr. les douleurs. Ouais, Hein. tu as des facteurs quand même Ouais. aujourd'hui qui influencent tout simplement ton état. Mmh. Totalement, totalement. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je veux pas qu'on fasse à ma place. J'essaie juste de prévoir, et je crois que c'était déjà un peu dans mon tempérament, donc du coup, c'est peut-être un peu exacerbé avec la maladie, mais j'aime bien que les choses soient très carrées, j'aime bien qu'on prenne pas au dépourvu pour faire les choses, parce que je sais qu'il va me falloir du temps, parce que je sais qu'il va falloir que je me conditionne pour le faire, donc voilà, j'aime bien quand les choses sont programmées, sont prévues. Hem, voilà. Bon, c'est comme ça. Ça fait une bonne transition avec la question suivante qu'on voulait te poser, qui est justement qu'est-ce que tu as appris finalement? Qu'est-ce qu'elle t'a appris cette maladie? Alors, ce que ça m'a appris, encore une fois, c'est moi et ça vaut vraiment pas pour tout le monde. Hein, on réagit pas tous de la même façon. Moi, je pense que je me suis rendu compte que j'avais une chance inouïe, que j'avais plutôt bien choisi mon mari, Mm. et que Ouais, ça. ça joue aussi, franchement, on n'en parle pas beaucoup là, c'est un podcast de meufs, mais quand même, big up à tous les hommes qui accompagnent aussi des femmes dans la maladie. Et tu es mieux placé que nous de par ton métier pour le savoir. Voilà, petit aparté. Celui qui porte et le patient et la maladie. Et là, Ouais, il y a celui ou celle. Ben oui, voilà. Je pense que ça, j'ai eu une chance inouïe.
Je pense que, et c'est mon mode de fonctionnement, encore une fois, c'est vraiment pas ce que je conseillerais, chacun fait comme il peut et comme il le sent, mais moi j'ai besoin de faire tout ce que je peux faire au moment où je peux le faire, parce que je ne sais pas dans quel état je vais me lever demain. Donc oui, tout ce que je peux D'accord. prendre, et oui, toutes les fois où je peux aller faire la bringue, et même si ça me demande de prendre 2 anti-inflammatoires dans la journée pour pouvoir aller faire la bringue, danser et faire du karaoké, bah oui, je prends mes 2 anti-inflammatoires et je vais faire ce que j'ai à faire. C'est peut-être pas la meilleure solution Ouais. pour gérer sa Mhm. maladie. J'avais un deal avec Mais en mon tout cas, c'est ta interniste. philosophie, Exactement. de vie actuelle. C'est ton équilibre aussi que tu Ouais, trouves entre la maladie et continuer à vivre. c'est ça. C'était le deal avec mon ancien interniste, puisqu'il vient de partir à la retraite, là j'en vois un autre, mais c'était le deal. Je veux bien être malade 50 semaines par an, mais 2 semaines de congé par an, je ne suis pas malade. Je ne prends que des anti-inflammatoires, je ne Oui. prends pas mon traitement de chimio, mon traitement de biothérapie. 2 semaines par an, elles sont à moi. Les 50 autres, elles sont pour la maladie, je m'en occupe. Sur certains points, carpe diem. Ouais, Ouais. faudrait que je perde du poids, mais en fait, si j'ai envie de me faire un bon repas, je sais pas demain dans quel état je vais être. Voilà, il y a un peu de ça, il y a un peu de. Alors peut-être que c'est une forme de fatalisme, hein, j'en sais rien, mais en tout cas de me dire tout ce qui est pris est plus à prendre. Euh, voilà, c'est plutôt ça. En ce moment, avec le temps qui fait, enfin, faut bien comprendre que les variations de pression atmosphérique, ça joue beaucoup sur les articulations. Donc là, en ce moment, même si je ne fais rien, même si je me repose, j'ai mal. Donc oui, mercredi, j'ai décidé qu'après 20 ans, j'allais rechausser des patins à glace et aller faire 1 heure de patin à glace. Ça m'a coûté quelques gadins. On a les photos, si jamais ça intéresse certaines, on a les photos de cette sortie patin à glace. Mais oui, voilà. Donc oui, j'ai mal. Oui, j'ai eu mal le lendemain. Mais de toute façon, j'aurais sans doute eu mal quand même. Et c'est une Mais tu as motivation. aussi appris la valeur que c'était de prendre soin de toi pour ta santé quand même. Alors oui, ce qui est sûr, c'est que je rejoins, et ça, j'en avais pas conscience, même si j'étais infirmière, j'en avais moins conscience. La santé, on se rend compte de ce que c'est quand on la perd. Pour beaucoup de gens, c'est normal. Le jour où on l'a plus, on se rend compte à quel point Un cadeau. c'était important, ouais, vraiment. Ça, c'est sûr. Et autant je vous disais, voilà, je profite, bah oui, c'était peut-être une connerie d'être allé faire du patin, mais tant pis, je m'en fous et je regrette pas, j'ai bien rigolé. Par contre, savoir dire non et stop. Moi, j'avais Oui. voilà, 20 et quelques années quand je suis retournée en service, dans un nouveau service, c'était compliqué d'oser dire ben non, déjà que je partais à midi, voilà. En fait, juste non. Il y a des médecins du travail, il y a des médecins traitants, il y a des spécialistes. S'ils disent que les restrictions, c'est ça, c'est que les restrictions, c'est ça. Et si les gens peuvent pas le comprendre, eh ben, tant pis pour eux, pour les autres. Mais en fait, c'est le seul moyen pour tenir sur le long terme. Oui, Ouais. c'est ça, quand je te dis tu t'écoutes, c'était pas t'écouter, te Oui, plaindre. C'est vraiment, aujourd'hui, tu as conscience que il faut que tu t'écoutes, que tu sois un peu égoïste. Égoïste ne veut pas dire égocentrique, mais que tu sois un peu égoïste pour prendre soin de ta santé et effectivement savoir poser tes limites. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, comme dit Carla, tu vas pas t'écouter, tu vas dépasser un peu les bornes, tu vas aller faire des choses. Mais ça, c'est pour le bien-être de de Santé de mentale ta aussi. santé mentale, de ton équilibre, mais il y a aussi vraiment cette nécessité de savoir poser ses limites, que ce soit dans son couple, dans son entourage, au travail. Là, quand je peux pas, je peux pas. Et pas se forcer, en fait. c'est ça, exactement. Enfin, dire aux gens quand ils vous invitent, ben non. En fait, c'est pas grave. Et si moi, ça arrive que Bien mes sûr. amis me disent, ben on fait un truc bien. Ça te dit non, en fait, ce soir non. Et voilà, j'ai pas de compte à rendre. Je Oui. leur dis non. Ils savent pertinemment que si je dis non, c'est parce que ce soir je me sens pas ou j'en ai pas envie voilà. Et j'ai pas de compte à rendre. Si les gens peuvent pas comprendre ça, que ce soit dans le boulot ou dans l'entourage, en fait, je pense que ça sert enfin, c'est ma vision des choses, mais il n'y a On pas coupe. grand intérêt à maintenir ces relations parce que ça va être délétère à un moment. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Mais bon, ça doit effectivement quand même prendre un peu de temps, j'imagine, à, ouais, à mettre en place, à construire. Enfin, c'est quand même une certaine assurance aussi qu'il faut avoir. Et j'imagine que ça doit pas être très évident. Et justement, si tu avais, pour finir, si tu avais quelques mots pour les femmes qui souffrent en silence, les femmes qui se sentent incomprises, les femmes qui se sentent faibles, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors qu'ils se sentent faibles, ça me paraît dur. Enfin, je me dis c'est une maladie en fait. C'est pas un choix. C'est pas on n'a rien fait, ça nous tombe dessus. Donc il n'y a pas de raison de se sentir faible. En revanche, vraiment, et de le faire reconnaître. Déjà, ça paraît
fou ce que je suis en train de dire, et je le vois dans mon boulot au quotidien. Ce terme de handicap, c'est très compliqué pour les gens. Et je pense que c'est important en fait de le faire reconnaître, de faire reconnaître cette qualité de travailleur handicapé, juste pour déjà se sentir pris en considération. Parce qu'aujourd'hui, même en 2026, c'est encore, c'est pas encore acquis. Il faut encore prouver, c'est encore compliqué d'être déclaré en situation de handicap. Alors en fait, il faut faire un dossier à la MDPH, il faut... je ne vais pas rentrer. Si un jour vous faites un podcast sur la MDPH, je me ferai un plaisir de vous expliquer comment ça fonctionne. Parce que j'ai quelques... Non, mais en tout cas, de ce que tu veux dire, c'est que c'est pas, il faut le faire parce que c'est important. Pour Oui, toi, ça a changé, je pense, ta façon de vivre, que ce soit dans ton travail ou même dans ta vie perso. Mais tu sais que c'est pas évident et que c'est encore compliqué, donc ne pas lâcher le combat et de, même exactement. si c'est de la paperasse, d'y aller et de perdre du temps. Enfin, c'est pas du temps perdu, De mais passer de prendre du ce temps. temps-là, de faire. Ouais, de passer du temps. Ouais, ok. C'est exactement ça. Je pense qu'il faut juste, voilà, avoir bien notion de ce qu'est le handicap. Le handicap, c'est pas une croix qu'on porte, c'est la situation qui crée le handicap. C'est la Ouais. situation qui le crée. Donc, il vaut mieux se parer, faire en sorte qu'on le reconnaisse. C'est déjà un premier point. Et encore une fois, voilà, ça permet peut-être de mieux l'accepter soi-même aussi. Et aux femmes qui se sentent seules, est-ce qu'il y a des associations? Est-ce qu'il y a des groupes? Qu'est-ce qu'on leur dit à ces femmes-là? Ce que je peux vous dire, c'est que, je vais parler pour mon secteur, c'est-à-dire Toulon, entre l'hôpital des armées et l'hôpital public, il y a un programme d'éducation thérapeutique qui existe, qui est dédié aux patients atteints de polyarthrite et de spondylarthrite. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux accompagnants, aux maris, aux femmes, à la famille, toi en tant que malade, qu'est-ce qu'on fait encore une fois quand on a quelqu'un autour de nous qui souffre comme tu souffres, mais nous on n'est pas dans le milieu médical. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? Alors, le conseil qu'on pourrait donner aux gens qui entourent les patients atteints de polyarthrite, c'est juste un peu de tolérance et de comprendre, d'oser mettre les pieds dans le plat. En fait, quand il y a des choses qu'on Ok. comprend pas, quand il y a des choses qu'on n'arrive pas à saisir ou qu'il y a un truc qui nous chiffonne, en fait, c'est d'en parler, de se poser les questions clairement. Qu'est-ce que t'as? Ça va pas? Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux pas tolérer aussi que il y a une période, notamment quand ça arrive jeune, où on veut surtout pas être aidé. Moi, j'ai pas envie qu'on fasse à ma D'accord. place. Comprendre que quelqu'un qui est là et qui s'amuse et qui peut être debout sur une table en train de danser, 5 minutes après peut avoir besoin d'aller s'isoler, de se coucher et de dormir 1 heure. Parce que ça paraît rien de monter sur une table et de danser, mais pour quelqu'un qui a mal ou qui prend beaucoup de café ou qui, Bien sûr. ou qui a une maladie chronique, ça peut être compliqué. On pose les mots tout de suite, on en discute. Et je pense que ça vaut pour tout le monde, le voir en travaillant avec des patients atteints d'autres maladies chroniques. En fait, ce qui tue à petit feu, c'est les non-dits, chacun fait sa propre interprétation du truc. Juste, il y a quelque chose, c'est la question, elle est claire. T'as pas l'air bien, ou même si t'as l'air bien, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Est-ce que tu veux de l'aide? Est-ce que voilà, c'est juste ça. Et là, tu t'as dit ça, il y a un truc, tu veux qu'on en parle? Juste, mais je pense que ça vaut. Il n'y a pas besoin d'avoir une maladie chronique pour faire des efforts de Oui, bien communication. sûr. Je pense qu'il faut être bien entouré, Ok. être capable de dire ce qu'on ressent. C'est-à-dire que c'est facile de dire aux autres, il faut poser les bonnes questions, mais il faut aussi être capable de dire Oui. quand ça va pas et quand ça va aussi. Ouais. Me regardez pas comme ça, j'y travaille. J'ai pas dit que j'avais réussi. Euh, et se faire plaisir, quoi. Parce qu'en fait, la maladie, oui, elle est là. Il faut juste entendre que la maladie, c'est un état modifié de notre état de santé. Mais juste de pas se laisser enfermer là-dedans, de pas être résumé à ça. Oui, on essaie d'être le meilleur patient possible et des fois on a le droit de péter un câble et de pas être le meilleur patient possible et de faire n'importe quoi. Voilà, juste d'en être conscient, de pas rejeter la faute sur les autres et de faire ce qu'il faut pour la prendre en considération. Il faut pas l'ignorer, en tout cas pas trop longtemps, d'être dans le déni. On la prend en considération, on fait ce qu'il faut pour vivre avec et pour vivre le plus longtemps, le mieux possible avec.
Ok, on arrive à la fin, donc merci en tout cas pour ton partage, qui rappelle effectivement que toutes les maladies ne se voient pas forcément, les douleurs ne se voient pas forcément non plus, mais que malgré tout, elles ont un impact réel sur ton quotidien, les gestes, ce que tu vas ressentir, ton humeur, etc. Merci aussi pour du coup ta sincérité sur ce que c'est ton quotidien et ta vie avec cette Polly. Voilà, merci d'avoir eu le courage de partager ça avec nous. C'était très sympa. Merci les filles. Et si cet épisode a résonné en vous, ou si vous vivez avec une maladie invisible, si vous aimez quelqu'un qui se bat en silence, sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Prenez soin de vous les petites meufs, Et et à à très très vite vite sur dans Bande Bande de de Meufs. Meufs.